Bonjour Melika, bonjour Mamadou Elsa et puis Lévi. On va commencer. On sait, on est cinq, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'autres personnes qui n'arrivent pas peut-être à se connecter, mais je ne sais pas, il n'y a pas de problème technique et ça a été réglé. Mais on va tout de même commencer. Les autres vont nous rejoindre en cours de chemin. Et je vais commencer par remercier Melika qui est présente, qui est avec nous cet après-midi. Il me fait plaisir de vous présenter notre formateur d'aujourd'hui, M. Lévi Koloko, qui va nous parler de l'avantage du modèle coopératif pour les communautés immigrantes francophones. Lévi détient une maîtrise en relations internationales et un master en gestion du développement. Il est enseignant au secondaire depuis une quinzaine d'années et est fondateur de la CEPAP, qui est une coopérative regroupant une quarantaine d'enseignants immigrants francophones de la région d'Ottawa. Très engagé au niveau de la francophonie ontarienne, il occupe actuellement les fonctions d'administrateur au Conseil de la coopération de l'Ontario et de trésorier à la Coalition des Noirs francophones et de l'Ontario. Je laisse maintenant la parole à Lévi. Merci beaucoup, Josiane. Merci, Mahamadou. Merci, chers collègues et amis qui êtes là. Pour l'instant, Melika et Elsa. Je félicite d'abord la FO pour cette série d'ateliers de conférences dont le but est d'outiller les responsables de nos communautés pour comprendre les enjeux et pouvoir bien faire. Moi, je suis comme on m'a présenté tantôt, je suis un passionné du modèle coopératif que j'ai connu relativement tôt dans ma vie. Entre autres, je suis enseignant et très impliqué dans la communauté franco-ontarienne. On a pris quelques temps avant, on va juste continuer. Dans Mahamadou, chaque fois, je vais te faire signe, comme maintenant, de passer à la prochaine étape. Oui, je vous propose donc que nous discutions aujourd'hui. On va faire un tour de table, connaître les uns et les autres. Et après, l'intention, quand j'avais vu qu'il y avait 13 personnes inscrites, je voulais faire 2 salles Zoom pour discuter, pour qu'on apprenne ensemble. C'était comme un co-apprentissage des avantages du modèle coopératif. On va y revenir tantôt. J'ai pris plus de temps pour montrer que les communautés immigrantes francophones auraient intérêt à peut-être emprunter cette voie-là. Donc, il y a le cas des coopératives immobilières. J'ai pris l'exemple aussi du cas des coopératives de production. Et le dernier exemple qui est l'exemple qui ressemble à celui de la CEPAP, c'est l'exemple des coopératives de travail. Donc, et par la suite, on pourra passer à la période de questions, réponses, commentaires et d'autres contributions. Et je voulais préciser que je vous sollicite les uns et les autres d'écrire des questions dans le chat ou même de m'interpeller quand il y a les différents points pour que… Donc, je n'ai aucune difficulté à ce qu'on s'arrête pour poser des questions ou réagir. Donc, ceci étant fait, s'il te plaît, Mahamadou. Donc, on va faire un petit tour de table. J'avais anticipé que ça prendrait plus de temps que ça, mais on n'aura pas besoin. Donc, je prierai, y compris Mahamadou et Josiane, de nous dire quelles sont leurs responsabilités dans les organisations dans lesquelles ils ou elles se trouvent et pourquoi, et quel est votre intérêt à participer à cet atelier ou quelles sont vos attentes. Donc, commençons par Elsa. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Elsa. je travaille avec Josiane et Mahamadou. Donc, je participe en tant que membre de l'équipe de la FO pour appuyer.
Et c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Elsa. Melika? Bonjour, alors je m'appelle Melika, je suis travailleuse en établissement chez Franco Queer. Alors, je travaille avec les nouveaux arrivants d'origine afro-caribéenne en particulier, mais vraiment tout le monde francophone. Mais pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de voir comment les coopératives peuvent être une manière de avoir l'indépendance financière. Alors, c'est vraiment une collaboration, puis je veux vraiment voir comment je peux faire la promotion à nos membres chez Franco Queer, qui sont souvent demandeurs d'asile, résidents permanents, étudiants internationaux ou citoyens naturalisés ou réfugiés acceptés. Alors, il faut avoir plus d'outils, plus d'options pour eux. Alors, je trouve ça vraiment important. On est basé à Toronto. Merci beaucoup, Melika. Josiane? Oui, moi, c'est Josiane et je travaille à la fois comme directrice des services et programmes. Excusez-moi, je suis en train de régler quelques points techniques sur mon ordinateur. Et puis, comme Elsa l'a mentionné, notre équipe des services et programmes s'est vraiment appuyée, accompagnée des organismes communautaires pour offrir des services et d'appui au fonctionnement, le renforcement des capacités afin qu'ils puissent bien délivrer leur mandat et puis offrir des services de qualité en français. Merci. Merci, Je suis en Josiane. train de régler mes caméras. OK. Mahamadou? Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis chargé de projet à la direction des services et programmes de l'AFO. Et l'une de mes responsabilités est de m'occuper du réseau ACFO, dont l'un des 5 champs d'action est l'accueil. Donc, les questions qui touchent à l'immigration et puis aux outils qui peuvent être développés dans ce sens sont importantes pour moi. OK. Merci beaucoup, Mahamadou. Mais ça fait plaisir de vous voir. Quand Josiane avait été nommée, toute la communauté s'en est sentie renforcée. Donc, je te félicite, Josiane, avec ton équipe. Et puis, ça fait fier de voir les membres de la communauté à des positions aussi importantes. Donc, continuez à nous rendre fiers. Merci, le tour de table a été fait. J'ai noté par rapport à Melika que l'aspect indépendance financière l'aurait intéressé davantage. J'ai pris ça en note. Et dans le déroulé, je vais essayer d'insister sur ce point-là. On pourrait continuer. OK, ça, c'est bon. Josiane m'a expliqué qu'il fallait programmer la question, mais on a fait l'exercice en discutant tantôt. Donc, on peut continuer, Mahamadou. Dans mon propre parcours comme responsable de coopérative. Donc, comme personne, je suis marié, père de 3 enfants, à une enseignante comme moi et je suis installé ici au Canada depuis une vingtaine d'années. Avançons. Donc, ici, comme responsable de coopérative, moi, je suis tombé dans le bain des coopératives très, très tôt. À 17 ans, en Afrique, au Cameroun, un jour, je marchais avec mes amis et il y a un adulte qui me dit « Petit, toi ?» Je dis « Qui, moi ?» Il dit « Oui. » Donc, il m'interpellait pour venir être secrétaire général d'une coopérative dans notre quartier, dans notre environnement. Ça s'appelait la coopérative Main dans la main. J'étais quasiment un gosse parce qu'il n'y avait que des adultes, des couples, des papas, des mamans, en fait, des grands frères de très loin. Et j'ai assumé ce rôle de secrétaire général avec passion et ça m'a permis, déjà en Afrique, de comprendre, waouh, comment les coopératives pouvaient apporter du développement. Je voudrais dire qu'au-delà même de ce que je vais mentionner tantôt, dans les schémas de développement à l'international, dans les pays en voie de développement, le modèle coopératif a montré ses preuves. Les coopératives agricoles, de travailleurs et autres. Et donc, on a souvent comme l'impression que les communautés immigrantes, en s'installant au Canada, paient un peu ce réflexe, paient un peu ce guide visuel de quelque chose qui a marché dans d'autres contrées. Donc, ici, et moi, je suis cofondateur ici de 3 coopératives ethno.
Donc, comme membre de 3 ou 4, c'est même 4 en fait, 4 coopératives ethno. La coopérative Mafrani, qui est une coopérative familiale, dont des membres d'une même famille ont décidé de protéger l'image de leur grand-maman en faisant des activités. La coopérative Cousin, c'est une coopérative dont je suis encore membre, c'est une coopérative d'investissement. Donc, nous sommes là, on met un peu d'argent ensemble pour investir notamment dans le domaine immobilier. La coopérative Acajou, c'est une coopérative que nous avons co-créée. Il y avait un certain nombre d'organismes immigrants francophones ici à Ottawa qui s'étaient mis ensemble autour du Conseil de coopération de l'Ontario, du Conseil de... Non, oh, j'oublie. J'ai failli dire le Conseil de coopération, mais ce n'est pas ça. Mais je vais me rappeler. Et donc, ces organismes immigrants-là avaient décidé à un moment donné de créer une coopérative. Il y avait des gens de communautés haïtiennes, africaines et acajou en créole. C'est l'arbre acajou qui est un arbre très, très solide. Et donc, dans l'intention de ce mouvement-là, c'était de mettre une coopérative ensemble pour partager des services, partager des ressources et des services. La coopérative CCMUF, CCMUF veut dire coopérative communautaire multiservice, l'union fait la force. C'est une coopérative qui a été mise autour de quelqu'un que vous connaissez probablement, M. Philippe Dieudonné, d'origine haïtienne, qui avait réuni des ressources autour de lui dans l'optique de créer une coopérative communautaire dans une maison, un centre, clairement, où des organismes ethno pouvaient se réunir pour partager des services, partager le loyer et avancer ensemble. Et puis moi-même, je suis président directeur général de la CEPAP depuis 14 ans. La CEPAP, c'est Coopérative Enseignant Pas à Pas. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que dans le déroulé vers la fin, je vais beaucoup revenir sur l'exemple. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, l'exemple de la CEPAP, quand je préconise qu'on a dans ce sens, l'exemple de la CEPAP est très parlant. Et puis, j'ai été secrétaire trésorier jusqu'en 2021. J'ai choisi de me retirer moi-même parce que j'avais beaucoup donné. Pendant 7 ans, j'étais secrétaire trésorier du CCO. Le CCO, c'est le Conseil de coopération de l'Ontario. Donc, c'est l'organisme un peu comme l'AFO, justement, un peu comme l'AFO, qui défend les intérêts de la communauté franco-ontarienne. Le CCO défend les intérêts des coopératives francophones en Ontario. Donc, c'est le grade dans ce domaine-là. Et donc, moi, comme représentant de la CEPAP et membre donc, du CCO, j'ai été élu et puis j'ai assumé ces fonctions-là pendant 7 ans. On peut avancer, Mamadou. Dans les atouts du modèle coopératif, j'avais pensé, si toutes les 13 personnes étaient là, de l'animer dans des salles Zoom où il devait y avoir une discussion pour qu'on co-apprenne, en fait, pour qu'on apprenne ensemble. Je voulais savoir si les gens connaissent la différence entre une association simple, une coopérative et une entreprise privée. Donc, comme nous n'avons pas tout ce panel-là, moi-même, j'ai invité des gens à venir, mais la plupart de mes réseaux, c'est souvent des enseignants et actuellement, tout le monde est au travail ou en salle de classe. Donc, comme je n'ai devant moi que Melika, je vais quand même te poser la question de savoir, de ton point de vue, quelles sont les différences ou les atouts que tu penses qu'il y a entre le modèle coopératif et le modèle simplement associatif ou le modèle totalement à but lucratif. Selon toi, quels sont les atouts du modèle coopératif? Bonne question. Alors, je suis venue pour approfondir, mais la vision, c'est que, disons que tu as 3 coiffeurs. Les 3 coiffeurs sont propriétaires et puis ils se partagent de manière équitable le revenu ou les profits versus avoir un propriétaire et puis 2 personnes qui louent des chaises et paient le propriétaire. Alors, c'est vraiment comme entreprendre ensemble. Alors, c'est comme être entrepreneur, mais en groupe et de manière légale.
OK. Et quelle serait la différence avec l'association? Quelle serait la différence du modèle associatif avec l'association simple? Très bonne question. J'ai hâte à découvrir. OK. Donc, euh, je vais rester un peu sur cette page. Déjà, dans le modèle coopératif, il y a des coopératives qu'on dit avec capital social et des coopératives sans capital social. Sans capital social, c'est comme une association, quasiment. C'est-à-dire que nous sommes 5, on décide de créer une coopérative. Josiane n'a pas à mettre 10 000, je n'ai pas à mettre 100 000 et autres. Donc, c'est sans capital social. Et c'est après qu'on bâtit notre capital progressivement. Il y a des coopératives style Desjardins, disons, la Banque Desjardins, souvent avec capital social, où il faut des gros montants, un immeuble pour pouvoir exploiter le business. Donc, il y a certains qui vont venir avec des apports en nature, comme des immeubles, des terrains, d'autres des apports en capital, comme beaucoup d'argent. Donc, nous, on est dans le modèle coopératif sans capital social, parce que nos communautés, comme vous savez, ont quelques défis. Donc, la différence entre les associations simples, c'est que le modèle coopératif, la plupart des modèles, c'est un membre, un vote. Quel que soit le capital que tu as mis sur la table, c'est un membre, un vote. Et ça équilibre beaucoup de choses. Parce qu'il y a des associations souvent, où il peut y avoir des problèmes de contingence, de pouvoir et autres. Donc, c'est généralement ça. Le modèle coopératif aussi, c'est un modèle où dès le départ, ça filtre les gens qui entrent. Et l'avantage par rapport à nos communautés, surtout immigrantes, c'est que je ne vous apprends rien. Souvent, on a des défis dans nos associations, des défis de leadership, des défis d'orientation, des crises à gérer et autres. Prenez l'exemple de Melika. Elle a parlé de 3 coiffeurs qui se mettent ensemble. Il y a déjà un screening au départ. Ce sont des coiffeurs qui ont décidé de se mettre ensemble. Et ce n'est pas l'ensemble des coiffeurs, c'est 3 coiffeurs. Ils ont décidé, on va entreprendre ensemble. Et ça aide beaucoup. Quand vous avez une coopérative, donc dès le départ, il y a comme un pacifisme du fait que vous êtes là, vous êtes là pour la même mission, pour les mêmes intérêts, ce qu'il n'y a pas forcément dans les associations. Je vous donne un exemple. Si on dit l'association des Camerounais d'Ottawa, mais c'est tout le monde en réalité. C'est vrai que l'identité, c'est qu'ils sont Camerounais, mais en réalité, tous les différencient. Il y a certains qui sont là depuis 30 ans, d'autres, un autre Camerounais qui vient d'arriver, un autre qui cherche du travail, pendant qu'un autre veut acheter sa 3e maison pour investir, l'autre est étudiant, donc l'autre est venu parce qu'il veut jouer au soccer, l'autre est là parce qu'il veut lancer des business. Vous voyez que ça peut partir de tous les côtés, les associations. Donc, en réalité, les associations dans nos communautés, il faut une bonne dose de leadership, de talent pour pouvoir les mettre ensemble et les faire avancer dans le même but. Le modèle coopératif, au moins pour ce détail-là, règle une partie de ces problèmes. Règle une partie de ces problèmes parce que les gens se mettent d'abord pour donc, ils ont souvent eu la même identité. Regardez comme la coopérative dont je suis président directeur général, coopérative des enseignants. Si tu es gentil n'importe comment, comme Josiane ou comme Amadou, et que tu n'es pas enseignant, tu ne peux pas être membre. Donc, ce sont des enseignants immigrants de la région ici qui sont membres. Et donc, même la causerie est facile parce que nous parlons du même métier, de ce que nous pouvons faire. Nous avons la même réalité professionnelle et ça va beaucoup plus facilement. Par rapport à une autre association, même de joueurs de foot. Ce n'est pas évident chaque fois. Donc, c'est ça l'avantage. Et l'autre avantage du modèle coopératif, pour répondre directement à la question de Melika, c'est que ça te permet de jouer sur deux jambes. La jambe, c'est une association à but non lucratif. Ça veut dire que la plupart de ce qu'une association simple fait, tu peux le faire aussi. Nous, par exemple, quand la FO lance des programmes de financement ou des ministères, on applique du fait que nous sommes une association à but non lucratif. Mais l'autre jambe que ça nous donne, c'est la jambe que tu as mentionnée, Melika.
la jambe entrepreneuriat social. C'est vrai que même les associations peuvent le faire, mais quand on est dans le domaine coopératif, c'est comme naturel. C'est comme naturel dans l'oreille de n'importe qui qu'on est une entité qui a vocation à brasser des ressources, à brasser de l'argent, hein, pas pour distribuer comme dividende, mais pour nourrir la mission et continuer à avancer. Donc, donc l'autre atout, c'est que il y a tout un domaine, il y a tout un secteur qu'on exploite. Prenez notre cas, le cas des enseignants immigrants qui sont en coopérative. Nous sommes membres de l'AFO, du fait que nous sommes francophones, à but non lucratif, mais nous aussi, nous sommes membres du CCO, le CCO qui a un budget quasiment comme l'AFO, hein, et qui défend un mandat coopératif, entreprise sociale et autres, hein, qui est complémentaire. Donc, ça nous permet de jouer sur deux jambes que forcément une association simple ne pourrait pas. Donc, ça, c'est vraiment un atout qui est capital, en dehors du pacifisme, du fait que les gens sont plus concentrés à ce que leur bébé ne meure pas, leur bébé coopératif ne meure pas. Il y a aussi le fait que ça diversifie le champ des possibles. On peut avancer, Mahamadou? OK, bon, on va continuer. Ça, c'était quand je comptais animer, on devait faire ça en salle Zoom, on n'a pas besoin. On peut avancer, Mahamadou? Ah, attends, s'il te plaît. On a sauté une page. Attends. OK. Dans les atouts additionnels pour nos communautés, je crois que j'ai traité de ça. Le meilleur arrimage entre la membriété, la structuration et une sorte de pacifisme du fait qu'il y a moins de problèmes à gérer, moins de tensions et ça permet qu'on avance facilement. Un taux d'efficacité et de résilience, je l'ai mentionné aussi, on travaille plus facilement, les projets se réalisent mieux. Et puis, la facilité de mettre en œuvre des projets d'entrepreneuriat social, je l'ai mentionné aussi. Et puis, on tire avantage du double ou même du triple réseau communautaire. Nous, par exemple, nous avons quasiment 3 réseaux communautaires, nous. Pourtant, on est une seule entité. On a le réseau de la francophonie parce que nous parlons français. Nous sommes dans la FO. Nous avons le réseau, je veux dire, ethno ou immigrants. Nous sommes de la coalition des Noirs, par exemple, ou bien de la minorité immigrante. Nous sommes dans ce réseau et nous avons un troisième réseau qui est le réseau coopératif et de l'entrepreneuriat social. Donc, par exemple, nous profitons comme des services de Decooperators, qui est une assurance et qui est une coopérative. Et donc, la façon qu'ils nous traitent est différente de la façon qu'ils traiteraient n'importe quelle association. Le CCO, Desjardins, et tous les crédits unions qui sont en fait des coopératives aussi. Donc, vous voyez qu'il y a un tissu de réseau qu'on peut aussi exploiter, dont on peut tirer avantage du fait qu'on est une coopérative. On peut avancer. Bon, j'ai écrit ici études de cas, c'est un peu gros. Disons que c'est des exemples. On va juste prendre des exemples parce qu'on n'a pas le temps en 1h30 d'entrer en profondeur dans des cas. Mais sentez-vous à l'aise de me poser des questions sur les cas qu'on va dérouler tantôt. Continuons. Donc, il y a le cas des coopératives immobilières. Ce que je veux montrer ici, c'est que dans les différents segments où on trouve les coopératives, chaque fois qu'il y a eu des coopératives immigrantes francophones, disons immigrantes, mais ça a plutôt marché. Ça a plutôt facilement marché. Ou s'il n'y a pas encore, vraiment, c'est un appel à ce qu'il y en ait. Prenons le modèle des coopératives qui sont comme des centres communautaires. Vous connaissez la CMFO, la coopérative multiservice francophone de l'Ouest d'Ottawa, qui gère la maison de la francophonie d'Ottawa.
c'est la CMFO. Donc, c'est une coopérative. Les membres participent à la décision et dans les services comme de location d'espace profitent aux membres de cette coopérative-là. Et dans ce chemin-là, je vous ai parlé de la CCMUF tantôt, qui est la coopérative communautaire multiservice L'Union fait la force, qui a été lancée en 2018. Les premières réunions, je veux dire, les premières réunions ont eu lieu en 2018. En 2000, je crois, 20, la coopérative a eu une autorisation officielle et donc elle est en fonctionnement. Et le but de cette coopérative est d'acheter des immeubles, des espaces, en fait, un immeuble communautaire où des entités, des organisations pourraient louer des espaces, des commerces et même et l'exploiter comme ça. Donc, il y a le modèle des coopératives d'habitation pour des logements et des maisons. Vous en connaissez, les coopératives d'habitation. La coopérative Cousin, dont je suis membre, a vocation à investir dans l'immobilier, a vocation à acquérir des logements, à acquérir des maisons. Maintenant, je vais prier Mahamadou de nous partager s'il te plaît, la vidéo de tantôt pour à peu près 10 minutes sur un modèle de coopérative ou de tontine où les gens acquièrent de l'immobilier et qui marche. Okay. J'arrête de partager, Mahamadou. En fait, David, c'est moi qui est en train de dérouler des diapositives et je ne voudrais pas donc roder le nom à Mahamadou. J'arrête de partager. Je ne vais plus gronder Mahamadou, c'est toi que je vais gronder prochainement. Oui, j'arrête de partager, puis Mahamadou peut partager son écran pour la vidéo. Okay. Bonjour Roger. Bonjour Lévi. Nous sommes venus pour rencontrer des personnes qui font des choses formidables. Il fait très froid, nous avons moins 18 degrés aujourd'hui. Mais ce que vous devez retenir surtout, c'est ceci. Ils sont ingénieurs, ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont enseignants d'université. Bref, c'est la crème de la diaspora africaine qui est logée quelque part ici au Canada dans cette ville. Donc, ils ont eu une idée formidable que JMTV+ souhaiterait vous faire partager. Cette idée, c'est quoi? C'est la tontine immobilière. Oui, la tontine immobilière, tant fustigée par certains gouvernants africains, suivez mon regard, mais très appréciée. Je parle de la tontine par la Banque mondiale. Dans quelques minutes, vous allez découvrir des personnes exceptionnelles qui ont des idées qui leur ressemblent. Suivez-moi. Ils sont André-Roger Ndormo, président de la très grande association Yemba du Canada, 700 membres environ, dont toujours au moins 200 à chaque AG. Voyez-vous, j'ai assisté à une AG l'année dernière, je peux vous dire qu'ils étaient au moins 200. Ensuite, il y a Prince Nanfa, qui nous reçoit à son domicile aujourd'hui. Il est président en exercice du GASOD, groupe d'action pour la solidarité et le développement. Il est en outre chargé de cours à l'Université de Québec, Montréal. Il vous en dira un peu plus s'il le souhaite. J'ai oublié de vous dire que André-Roger Ndormo travaille dans la finance. Vous voyez ce que ça veut dire? Quelque chose de formidable, oui, qui n'aime pas l'argent. Et pour terminer, Maurice Nguépé, qui est community organizer, qui est enseignant lui aussi, toujours ici, à Montréal. Chers messieurs, bonsoir. 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 Pour tout dire, vous êtes le prince Nanfa. Le prince, pourquoi prince? De la généalogie Fondon-Kana 2 de Bafou. Ah, d'accord. Oui, mon père, Bogamgou, qui était de la descendante Manfosa, puis il a été annoblé à Meta. Ah, c'est ça. Je comprends. Et juste à côté de vous, Maurice Nguépé. Maurice, oui. On se connaît déjà, on ne va pas mentir aux gens. On avait fait une interview sur ton livre l'année dernière, et aussi dans les actions politiques, mais aujourd'hui on parlera tout sauf de politique. Tout sauf de cela. Voilà, très bien. Et à l'extrémité, un très grand fan du bœuf bourguignon, André-Roger Ndormo. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour mon cher. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très heureux de me retrouver assez surprenamment sur ton plateau aujourd'hui. C'est une émission que je regarde beaucoup et je suis acteur, je suis heureux de l'être. Merci. Il faut souvent bien regarder et mettre un peu d'argent pour qu'on travaille avec. Hein. N'hésite pas. Hein. Non, il va falloir davantage financier pour ça, que l'émission continue. Toi, tu es dans la finance. Si tu ne mets pas l'argent, moi, je fais comment vous fonctionnez? Non, tu vas fermer. C'est sûr que tu vas fermer. Alors, voilà. Si nous sommes ici aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est qu'il y a de cela quelques mois, j'étais de passage au Canada et Maurice Nguépé m'a fait l'amitié de me montrer un projet qu'ils étaient en train d'implémenter ici. Et je me suis dit, waouh! Alors, Maurice, c'était la tontine immobilière. Oui. Pouvez-vous, qui va prendre la parole en premier pour expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que la tontine immobilière? Voilà, donc merci encore Jackie et merci aux téléspectateurs. La tontine immobilière est un concept que nous, d'abord nous trois qui sommes ici et qui sommes membres d'une association appelée Gazoud, avons mis sur pied en 2006. C'est qu'une fois arrivé ici, on s'était rendu compte qu'il y avait peu de Camerounais et on ne savait pas où aller. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe pour, n'est-ce pas, nous rencontrer chaque semaine et échanger sur les expériences quotidiennes de la vie au Canada. Et ce faisant, nous avons réalisé que la plupart des Camerounais à l'époque étaient de grands diplômés, mais avaient des emplois précaires. D'ailleurs, en 2006, le ministère de l'Immigration a sorti des statistiques dans lesquelles il faisait remarquer que la communauté noire en général, au Canada, et camerounaise en particulier, avait un niveau d'instruction au-dessus de la moyenne canadienne. Par contre, au niveau de l'emploi, ils étaient au bas de l'échelle. Alors, ce qui fait que quand on se rencontrait donc en 2006 dans notre groupe Gazout, on se posait la question de savoir si ce n'était pas nous qui étions le problème. Alors, nous nous sommes dit, si nous sommes les plus instruits, et nous retrouvons à la dernière... à la queue de l'échelle sociale. À la queue de l'échelle sociale, ça veut dire que le problème, c'est nous. Et il va falloir que nous nous organisions pour sortir de cette situation. Et comment donc le faire? On a regardé autour de nous, on s'est rendu compte que il était très difficile de réaliser des projets à caractère économique comme au Cameroun. C'est-à-dire au Cameroun, par exemple, lorsque vous avez un petit capital, vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez ouvrir un bar à gauche, à droite, n'est-ce pas, pour essayer d'évoluer. Mais par contre, au Canada, c'est extrêmement difficile parce que le standard, le niveau de vie est très élevé. Et on s'est rendu compte que les Canadiens, pour réaliser des affaires économiques, deviennent tout simplement propriétaires. C'est-à-dire ils sortent du statut de locataire pour devenir propriétaire. Propriétaire, ça veut dire acquérir une maison. Bon, alors, nous avons donc pensé que c'était quelque chose que nous pouvions faire également, en fait, parce que acquérir une maison fait partie de notre culture également. Dans la culture camerounaise en général, c'est quand l'enfant construit sa propre maison qu'il peut se dire adulte, qu'il devient homme. Et puis on est allé donc réfléchir sur les stratégies de rassemblement du capital. Comment faire pour avoir le capital? Alors on a pensé à un modèle traditionnel qui est au Cameroun, c'est la tontine. Alors la tontine au Cameroun, c'est quoi? C'est une façon de déposer de l'argent et de faire bénéficier aux membres sur une base rotative. Mais à la seule différence que cette tontine-là, lorsque le membre en bénéficie, la seule chose que les autres membres du groupe attendent de lui, c'est qu'il rembourse. Donc on ne suit pas les réalisations de celui-là. Alors on s'est dit, on va faire la tontine, mais de façon différente. Le groupe va déterminer un projet qui va être réalisé et on va faire la tontine pour réaliser ce projet et permettre à chaque membre de l'obtenir. Donc, par exemple, si on décide de faire de tous les membres d'un groupe des propriétaires, on va faire la tontine et on va s'assurer que chaque membre devienne effectivement propriétaire. On va l'accompagner dans l'acquisition de sa résidence. Donc, c'était ça l'idée de départ. Et puis, je pense que je vais en dire un peu plus. Je vous laisse la parole. Prince Nafa, 2006, nous sommes en 2020, bientôt 14 ans que ce projet est mis sur pied.
Combien êtes-vous à être devenu propriétaire par ce mécanisme-là? D'abord, par ce mécanisme-là, nous sommes environ, je peux même estimer déjà environ à une soixantaine de personnes. Je dis bien soixantaine de personnes. Parce que nous avons commencé par le gazole. Et il y a un volet qu'on oublie, nos épouses. Vos épouses, qu'est-ce qu'elles ont fait là-dedans? Parce que nous avons mis le gazole sur pied et on a créé Femmes Solidaires. C'est-à-dire que les femmes devaient aussi s'organiser. Les hommes, on acquis la propriété et les femmes les meubles. Donc c'était ça la... je comprends. Donc la chaise dans laquelle je suis assis, là, c'est madame qui a ça. Tout comme le beignet que je mange. Donc, les femmes, elles devaient meubler, acheter l'immobilier et tout. Et elles étaient encore dans d'autres groupes. Ce qui fait que et le mécanisme était tellement simple. Si vous constatez, parce que dans la communauté, nous avions des agents immobiliers et tout. L'agent immobilier dit que oui, il y a tel propriétaire à tel niveau. On dit, bon, tu vas au niveau de ta banque. Si tu constates que, bon, au niveau de ta banque, tu n'as pas de problème. Tu viens à la tontine, on te dit que oui, dans 2 mois, tu auras les chèques pour faire ta mise de fonds. C'était juste ça. Et la dame s'arrange aussi dans son groupe pour aller contacter les magasins qui vont venir meubler. Wow. Donc, et c'est comme ça qu'on l'a fait de façon progressive, ainsi de suite. Et comme on l'a expliqué même déjà off record, on était 15. On a constaté que ça a très bien marché. On a mandaté Maurice d'organiser encore d'autres sous-groupes de 15 à 12 personnes, ainsi de suite. Nous sommes déjà environ à 15 fois 14 groupes, c'est ça. Donc, on a créé le 14e groupe la semaine passée, je pense. Il y a une semaine, on a créé le 14e groupe de 15. Et c'est exactement ce qu'eux, ils vont faire. Et on leur donne vraiment les lignes directives. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'intégrer. 14 groupes de 15. Ok, Mamadou, on va arrêter ici. Environ 200. On est là autour de 200. Donc, voilà le concept des gens qui se sont mis ensemble dans un modèle coopératif. Les noms peuvent changer, les étiquettes, mais c'est ça à la base. C'est qu'on travaille pour nos propres intérêts, pour acquérir ou investir dans l'immobilier et que ça nous profite aux membres dans le lien, comme je mentionnais au début, le lien entre la membriété dans les coopératives est direct parce que les gens travaillent. Parce que le rôle d'une coopérative est de défendre ses membres. Quand on dit coopérative des producteurs de lait, leur rôle essentiel est de défendre d'abord les producteurs, les intérêts des producteurs de lait. Coopérative des consommateurs de cannabis, leur rôle est de défendre prioritairement les intérêts des consommateurs de cannabis. Et donc, il y a un lien beaucoup plus direct entre la membriété et les coopératives qui font que finalement, ils atteignent de très bons résultats. On va continuer. Bon, ici, j'ai mentionné le cas des coopératives de production. Donc, des gens qui se mettent ensemble pour faire des choses. J'ai pris le cas de Éco-Équitable qui est là à Vanier. Donc, c'est un modèle où des femmes se sont mises ensemble, y compris beaucoup de femmes immigrantes, et qui utilisent leur talent, souvent qu'elles ont acquis naturellement, souvent par des formations, des talents de couture. Et donc, l'organisme Éco-Équitable est cité partout. La ville d'Ottawa travaille directement avec eux parce que la livraison des services est beaucoup plus facile. Les femmes se mettent ensemble, elles font la couture et puis elles aident d'autres organismes avec cela. On peut avancer, Josiane? Ah, voilà, c'était une photo d'Éco-Équitable. Ils sont sur Makatu à Vanier. Très, très bel organisme. Il y a les coopératives agroalimentaires. Par exemple, il y a la coopérative Saveur d'ici et d'ailleurs Coop.
C'est un groupe de femmes immigrantes, je crois, du Cameroun, du Congo et si je me trompe, et de Côte d'Ivoire, qui se sont mises ensemble pour créer une coopérative. Elles ont acheté un terrain et leur objectif est de produire des biens, je veux dire de produire des denrées, la tomate, tout ce que vous connaissez, d'abord pour leur propre consommation et même pour les vendre. Donc, c'est une coopérative qui a un avenir très prometteur. Vous connaissez la coopérative de santé par le miel, qui s'appelle aujourd'hui la Miellerie de l'Outaouais. Ce sont des compatriotes, je crois, ivoiriens, qui se sont mis ensemble parce qu'ils sont passionnés par la production, en fait, par l'industrie du miel, qui ont acheté des espaces et qui produisent le miel et qui vendent dans les marchés de la région. Et des informations de ces entités-là sont toujours positives. On ne les entend pas se battre, des problèmes tous les jours. Ils sont vraiment concentrés à livrer les services et à produire. Oui, Josiane. Donc, ça, c'est des images de la coopérative Saveur d'ici et d'ailleurs. Et l'autre image, c'est pour la miellerie de l'Outaouais. Bon, maintenant, la dernière phase, les coopératives de travail ou les coopératives professionnelles, disons. Il y a la coopérative que j'ai pris comme exemple, M9 Média, que certains connaissent, qui a été créée par quelqu'un que vous connaissez, Jean-Marie Vianney, que beaucoup de gens connaissent. Donc, c'est des journalistes et animateurs communautaires. Ça veut dire que je peux être gentil n'importe comment. Du fait que je ne suis ni journaliste ni animateur communautaire, je ne peux pas faire membre de cette coopérative. Et puis, ils vendent des services, ils produisent et vendent des services multimédia, des photoreportages, des balados et autres. Et ça marche très bien. Nous-mêmes, notre structure, on a travaillé plusieurs fois avec eux. Et donc, c'est des modèles qui marchent. Et vous voyez qu'il y a des modèles différents dans beaucoup de domaines où des immigrants peuvent se mettre ensemble dans une logique de production et de diversification financière, Melika, et pour faire avancer leur organisme, leur communauté. Avançons, Josiane. Et donc, c'est des images de quelques productions qui ont été faites par la coopérative M9 Média. À gauche, c'est des images de balados qu'ils ont produits pour nous dans des projets qu'on faisait avec des jeunes. Et dans des photoreportages, des entrevues même, on forme des jeunes à jouer les journalistes en herbe et autres. Bon, la dernière phase maintenant, c'est difficile de convaincre du modèle coopératif en parlant de choses qu'on ne connaît pas. Je vais vous parler de la coopérative enseignant pas à pas, la CEPAP, dont je suis le président directeur général. Donc, je parle en connaissance de cause parce que nous sommes en fonction depuis 14 ans et puis nous ne cessons que de grandir, d'avoir des prix, des projets, des partenaires. Ça marche. Donc, si je parle du modèle coopératif, c'est parce que nous faisons une expérience qui marche. Déjà, nous sommes 36 membres en règle. C'est énorme, 36 membres. Il y a beaucoup d'associations là qui se contentent d'une poignée de 4 membres ou bien d'un CA et de quelques membres disparates comme ça. 36 membres à qui il faut offrir des services pendant 360 jours. Ce n'est pas facile. Et ça fait 14 ans que ça dure. Ça veut dire que ça marche. Il y a beaucoup d'associations ici, y compris culturelles, mais qui ont de la peine à avoir à des assemblées de 36 personnes. Et quand elles sont là, c'est souvent pour se battre et autres. Donc, c'est déjà en soi une certaine performance. Nous travaillons, nous nous sommes positionnés dès le début comme des offreurs de services, pas comme des immigrants qui se plaignent du racisme tous les jours. Non, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais nous nous sommes positionnés stratégiquement comme des offreurs de services. OK, il y a des problèmes de racisme. Nous, notre contribution, c'est d'apporter des solutions à la table. C'est d'apporter des solutions. Donc, nous offrons nos services d'abord aux enseignants pour l'intégration professionnelle des enseignants, aux élèves et aux jeunes et aux parents. Donc, voilà les 3 segments
pour lesquels nous offrons des services. On peut continuer, Josiane? Donc, les services aux élèves, c'est juste des images que je vais commenter. Oui, nous offrons d'abord des services de tutorat. Et Melika, toi qui as parlé d'indépendance financière, nous, notre service de tutorat est un service qui nous permet de diversifier nos revenus. En plus des subventions, nous sommes des enseignants, nous vendons des services de tutorat individuellement et collectivement. Et aujourd'hui, je vous parle, nous sommes même en négociation avec un conseil scolaire qui a l'intention de nous prendre comme l'entité qui va livrer ces services de tutorat. Et donc, j'imagine que si tout ça se conclut bien, ils vont nous donner un volume d'argent. Nous allons payer les tuteurs qui le font. Et puis, peut-être il y aura un reste dans nos caisses qui vont faire que nos financements se diversifient. Nous offrons beaucoup aussi des services de leadership jeunesse. Vous voyez des jeunes du secondaire que nous réunissons dans des camps de leadership, dans des forums jeunesse. Et donc, c'est quelques images qui parlent de ça. On peut avancer. Donc, c'est toujours nos services de leadership ici. On apprend aux jeunes à prendre des responsabilités, à lancer des projets, à faire des présentations et à être leader, quoi. Parce que l'éducation, c'est bien d'avoir des diplômes, mais c'est surtout bien de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le leadership, créer des choses et les assumer. Oui, Josiane? Ici, bon, c'est une photo qui montre qu'avec la pandémie, nous aussi, nous sommes passés en mode virtuel. Et donc, nos ateliers de leadership et de mentorat se font aussi en ligne. Continuons. Ici, ça, c'est une autre image des programmes de leadership jeunesse. Nous leur permettons de prendre des responsabilités, de s'assumer et puis de pouvoir parler en public, défendre un projet, défendre leur identité, défendre leur entreprise demain ou après-demain. Maintenant, les services aux parents. Nous travaillons essentiellement pour les parents immigrants francophones. Parce que nous comprenons que nous sommes une entité en développement. On n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes du monde entier, non. Nous avons vocation à prendre des secteurs où nous avons une expertise reconnue et où nous produisons des services qui peuvent changer la donne. Donc ici, pour les parents immigrants, vous savez que la problématique de nos parents, c'est que nos parents ne sont pas impliqués dans l'éducation, ne sont pas suffisamment impliqués. Les statistiques le montrent. Donc, notre rôle est autant que possible, de convaincre les parents immigrants. L'éducation, ce n'est pas comme dans nos pays respectifs. Ici, le parent est un acteur prépondérant qui doit être autour de la table. Donc, nous faisons des forums, des ateliers, des foires où nous convainquons les parents de prendre leur place et d'assumer et d'aider leurs enfants et d'aider même la communauté des enseignants immigrants francophones que nous sommes. Donc, nous faisons des forums parents aussi, des conférences pour parents. Ils viennent et puis on leur parle, on comprend leurs besoins, on les accompagne, on les mentore pour les aider à équiper leurs jeunes et à les soutenir, et donc à soutenir le système de l'éducation, y compris de l'éducation, y compris de la position des immigrants francophones aussi. Donc, des images toujours d'ateliers, de programmes que nous faisons pour les parents. On continue. Maintenant, les services aux enseignants. N'oubliez pas, une coopérative, son rôle essentiel est de défendre les intérêts des coopérants, donc des membres de la coopérative. Mais nous savons que pour défendre nos propres membres, nous avons intérêt à livrer des services par rapport aux subventions, par rapport aux services payants. Et donc là, vous voyez, nous sommes en faculté d'éducation. Chaque année, nous formons des centaines d'enseignants francophones pour préparer leur intégration dans la profession. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. C'est une profession
relativement difficile. Et si les gens ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas mentorés, ça va être compliqué. Nous faisons du réseautage avec des nouveaux enseignants, souvent après des formations, pour leur dire comment ça... Les codes écrits et non écrits du milieu de l'éducation, ben, il faut qu'on les donne parce que nous sommes dans le système. On sait où ces collègues-là pourraient avoir des difficultés. Donc, ça revient toujours à ce que je vous ai dit au départ. Nous, on s'est positionnés comme des offreurs de solutions. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent souvent. Après, tu leur dis, mais est-ce que tu veux prendre Mahamadou comme stagiaire? Non, 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 non. Ben, tu te plains de racisme et là, quand on te donne l'occasion de soutenir une seule personne, tu ne peux pas le faire. Donc, nous, on produit des ressources, on produit des services pour apporter notre contribution et changer d'abord notre propre communauté et la communauté franco tout entière. Donc, nous aussi, on est passé en mode virtuel. On offre des formations, les gens s'inscrivent et puis on le fait en ligne, comme tout le reste. Ça, c'était des formations offertes aux enseignants même. Bon, nos victoires, nos succès comme coopérative. Déjà, nous sommes ensemble. Un jour, on avait organisé un forum et j'étais un peu énervé parce que et puis, il y a une collègue qui est venue me voir, une dame qui travaille au ministère, qui a dit, mais Lévi, tu allais un peu. Je lui dis, oui, mais ça commence dans 15 minutes, il n'y a pas déjà autant de gens. Elle me dit, mais tu es malade. Lévi, vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Quand je créais la structure, tout le monde m'avait dit que ça ne marcherait pas. Qu'un Burundais ne peut pas travailler avec un Camerounais. Un Camerounais ne peut pas travailler avec un Algérien. Un Algérien ne peut pas travailler avec un Congolais. Ben, ils ont eu tort de le penser. Donc, nous sommes une structure, 8 nationalités différentes, des professionnels de l'éducation. Nous sommes encore là, nous continuons à grandir et accroître notre organisation. Nous participons, comme d'autres, au combat. Nous ne sommes pas nombrilistes. Ce n'est pas parce qu'on dit enseignants, immigrants, francophones qu'on passe de temps à regarder nos nombrils. Ce n'est pas ça. J'ai mentionné que nous offrons des solutions là où on a le plus d'impact dans le monde de l'éducation, touchant les jeunes, les femmes et autres. Et puis, nous sommes des franco-ontariens fiers et assumés. Et donc, chaque fois qu'il y a des causes qui touchent cela, nous sommes sur le plancher comme d'autres. Je peux avancer. Et puis, nous faisons beaucoup de réseautage aussi. On n'est pas nombrilistes non plus en faisant nos choses toujours entre nous. Non, nous participons à la plupart de ce qui touche la francophonie ontarienne. Nous-mêmes, nos événements, nous invitons plein de gens parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, nous faisons du réseautage très activement aussi. Et puis, individuellement, nous avons au sein de la coopérative libéré les énergies et quasiment une année sur deux, soit individuellement, soit collectivement, nous gagnons des prix. Là, c'est votre serviteur. C'était en 2018. Je recevais un prix de mon conseil scolaire. Le prix c'était quoi? De l'enseignant impliqué dans sa communauté. Et donc, je faisais mon discours d'acceptation. Un autre collègue, vous connaissez l'organisme Épelle-moi Canada, qui est devenu un organisme tellement qui a grandi, qui a de la force, qui est même déjà rendu à l'international, créé seulement en 2016. Et moi, nous aimons ce genre de contribution des immigrants francophones qui réussissent et qui poussent les limites. Épelle-moi aujourd'hui a des programmes dans toutes les provinces du Canada et qui est même rendu à l'international. Et mon collègue Gabriel est le représentant régional ici. Bien que membre de la coopérative, nous encourageons donc nos différents collègues de lancer des projets, de s'impliquer dans d'autres projets et de grandir. Un autre collègue, membre de la coopérative, enseignant aussi, qui a lancé un autre projet qui marche, le projet Olympiade. Donc, voilà Collins,
Olympiade est un magnifique projet qui est passé dans plusieurs écoles ici. Et puis, ça devient naturel. Donc, la coopérative n'est pas obligée par elle-même de générer tous les projets, non. Mais quand il y a des collègues qui font des choses intéressantes, on se met encore en partenariat. Et parce que la communauté doit se soutenir comme ça. On doit se soutenir dans des projets respectifs. Un autre collègue qui a encore lancé un autre projet qui marche et dont on travaille ensemble, Tutora Ottawa, par mon collègue Hassan d'Algérie. Et puis, lui-même individuellement a gagné des prix. Et puis, voilà une structure qui marche aussi et qui fait plaisir. Un autre collègue, vous voyez, on peut être enseignant, avoir tellement de talent. Un autre collègue qui est, comment on appelle, qui est spécialiste de l'immigration et qui a lancé sa propre firme. Et vous voyez qu'il y a des liens avec tout ça. On est des immigrants, bien qu'enseignants, on peut travailler à aider la communauté immigrante et francophone de plusieurs façons. Des succès collectifs maintenant. Succès collectifs. Ici, nous étions en 2020 au gala des prix Bernard Grand-Maître, dont j'ai même vu que la foi a publié dessus, dont les finalistes ont été publiés dernièrement. En 2020, notre organisme, notre coopérative a été l'un des finalistes et nous avons perdu de peu devant un organisme pour lequel nous aurions pu voter nous-mêmes, la Maison de la francophonie d'Ottawa. Donc, voilà. Un autre succès, là, avec la FO, pour faire plaisir à Mahamadou, Josiane et les autres, c'est la FO, Karl Lamache, le président, qui était venu nous remettre. Mais c'est des choses, il faut encourager la FO à continuer à faire ce genre de gestes. Donc, on avait organisé un 5 à 7. Et je me rappelle que ce jour, Karl m'avait dit, le président ne va pas rester, il va faire son discours en 15 minutes, il va partir. Et finalement, je vous assure que c'est le président et nous qui avons nettoyé la salle pour quitter. Il avait tellement aimé notre énergie, notre convivialité, notre professionnalisme qu'il est resté longtemps avec nous pour partager ces beaux moments. Et tout récemment, nous avons eu deux reconnaissances. La Maison de la francophonie qui nous a reconnus en nous remettant un certificat public pour notre travail pendant la pandémie. Dernièrement, je n'ai pas eu le temps de mettre les photos ici, le conseil scolaire catholique qui nous a reconnus ils ont une catégorie qui s'appelle honneur et mérite comme organisme qui a travaillé fort avec le conseil pour aider à avancer comme communauté. Donc, vous voyez, généralement, nous, on sourit parce qu'on est heureux d'être dans la coopérative. On est heureux de faire ce qu'on fait et c'est ce qu'on sait faire de mieux avec les jeunes, les parents et autres. Et puis, on est heureux de continuer à grandir. Donc, je vous remercie pour votre écoute et donc je suis tout oui par rapport à vos questions, vos commentaires et autres. J'ai vu que Melika m'a écrit. Okay. Oui, c'était pour une collaboration potentielle entre Franco Queer et vous avec votre organisme, avec les enseignants et les parents, pour continuer à sensibiliser et puis mettre en valeur la diversité. Alors, si vous voulez, plus tard, on pourrait se contacter. Vous voyez que ma présentation a marché. J'ai flatté Melika. Non, on est ouvert, hein, on est ouvert, Melika, et on est sollicité souvent. Et puis, nous sommes ouverts à des collaborations de ce genre. Et aussi, je me souviens que le conseil scolaire aimait beaucoup offrir des ateliers pour les compétences au niveau du système scolaire ontarien. Alors, j'ai noté votre site web pour partager avec les travailleurs d'établissement dans les écoles. Alors, ça va aller dans deux directions. Oui, dans les deux sens. Et on travaille déjà avec eux aussi, les travailleurs en établissement, parce que nous avons des programmes de leadership. Justement, nous sommes quand? Nous avons fait, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, nous avons fait un forum jeunesse samedi 26 passé là.
Et waouh, on ne savait pas, pour la première fois, on est sorti des jeunes de la communauté ici, d'Ottawa. Et puis, le ministère de l'Éducation a voulu qu'on touche d'autres jeunes en province. Et on a eu 57 jeunes connectés. Et t'assure, nous-mêmes, on était tellement surpris et fiers. Que... Donc, c'était pour mentionner que nous travaillons avec les travailleurs en établissement dans les écoles, souvent qui nous aident à recruter des jeunes pour ces programmes de leadership. Après, Lévi, il y a... Excusez-moi, c'est juste la main de Roger qui est levée. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Vas-y, Roger, s'il te plaît. Je ne voulais pas la voir, Lévi. Non. Lévi, merci beaucoup pour cette belle présentation. Franchement, c'est très intéressant et très inspirant aussi. Moi, j'aimerais juste savoir, tu as parlé de programme de leadership où vous impliquez beaucoup d'acteurs franco-ontariens. J'aimerais savoir, au niveau des confessions religieuses qui jouent, comme tu le sais, un rôle prépondérant au sein de la communauté immigrante, est-ce que vous les impliquez aussi dans vos différentes activités? Oui, très bonne question. Déjà, je n'ai pas voulu entrer dans la membriété. Nous sommes à peu près 36 enseignants, tous immigrants francophones, 8 pays différents, en fait, nous avons des musulmans. L'une de mes vice-présidentes est musulmane et il y a des chrétiens. Donc, nous, on ne fait pas... Et quand on fait des programmes dans les écoles ou avec les écoles, par exemple, les jeunes pour les programmes de leadership sont en même temps musulmans et sont chrétiens aussi. Parce que j'ai oublié de mentionner que les 36 enseignants travaillent tous dans les écoles. Donc, certains sont du conseil public qui prend tout le monde, comme moi-même. Certains sont du conseil catholique qui ne travaillent qu'avec les élèves, en fait, de la communauté catholique. Donc, toute cette diversité est représentée dans notre coopérative et quand on livre des services, et souvent même quand on fait des services, quand on fait des activités en présentiel ou des événements, on s'arrange, mes collègues qui s'occupent comme de l'organisation, de la bouffe, s'arrangent à prendre des mets halal pour que tout le monde soit à l'aise et donc, on tient compte de ces différences. Oui, Melika? Et alors, une autre question. Alors, j'ai bien compris que pour fonder une coopérative, il faut qu'on ait comme un intérêt en particulier en commun. Mais si je voulais en démarrer une demain, alors je sais que chaque membre a le même droit de vote. Est-ce qu'il y a comme un minimum ou un maximum et puis comment? Le minimum, c'est 3. Okay. On appelle ça dans le jargon les premiers administrateurs. Et le formulaire, ici en Ontario, quand c'est une coopérative, comment dire, dans le niveau provincial comme nous, il y a un ministère en Ontario, c'est le ministère des consommateurs, j'oublie le nom, c'est un peu long. Donc, c'est le formulaire là-bas qu'on prend, qu'on remplit, et ils ont besoin souvent de trois premiers responsables, dont nom, adresse et autres. Et donc, quand on fait ça, c'est comme même pour les associations, la recherche de noms. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un aille créer une coopérative qui sonne comme CEPAP, non. Donc, tu fais ta recherche de noms, le nuance, tu mets ça dans ton formulaire et autres. Je crois que à l'époque, c'était 55. Non, c'était $155. Et puis, après un temps, quand ils vérifient que tout est correct, ils vous envoient les documents d'incorporation. Et ça répond quasiment à la même schématisation que les associations. Après, maintenant, quand vous êtes officiel, même si vous avez déjà commencé les activités, il faut une assemblée générale pour avoir un conseil d'administration en bonne et due forme et déployer les activités. Et il y a le CCO aussi, comme j'ai mentionné, qui est le représentant de toutes les coopératives francophones en Ontario qui accompagnent les organismes dans ce cheminement. Donc, si vous avez juste une idée de coopérative, dernièrement, il y a une dame qui m'a appelé de Toronto
parce que souvent on nous cite soit comme modèle, soit comme exemple, et il y a des gens qui nous contactent. Eux, c'était une coopérative, voilà. La dame voulait faire une coopérative c'est-à-dire qu'elle elle est comme professeure de danse. À Toronto, là-bas, il y a des profs de danse, des profs de yoga, des profs dans des services un peu comme de santé mentale. Et eux, c'était des femmes, elles voulaient se mettre en coopérative, donc pour partager comme les mêmes bureaux, la même programmation, la même secrétaire. Et elle m'avait appelé. Donc, elle travaillait déjà avec le CCO, oui, qui leur facilitait le processus de légalisation. Alors, juste pour être clair, alors, coopérative ne veut pas dire qu'on partage les profits ou le revenu. Non, 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 non. OK. Coopérative ne veut pas dire ça. Coopérative, c'est, par exemple, si nous, on vend des services, disons que les services que tu as vus, qui sont souvent des services gratuits, mais si on décidait aujourd'hui de vendre les services de formation que nous donnons comme aux facultés d'éducation, les revenus, disons, on nous donne 10 000 de revenus, nous payons les professionnels, les experts qui donnent ces formations, il nous en reste 2 000. Les 2 000 vont servir à la mission de l'organisme. Mais jamais on va s'asseoir un jour pour dire, voici comment on répartit des bénéfices. Non, non, non. Monsieur le Président, non. Il n'y a même pas de notion de bénéfice. Il y a une notion de, je ne sais pas. Disons que c'est un bénéfice qui rentre. Par exemple, la dame elles qui vont faire la coopérative comme des profs de danse, elles vont se payer leur salaire, mais ce qui va rester, elles vont continuer à investir dans leur coopérative, soit pour avoir plus de salles, soit pour avoir plus de secrétaires, soit pour, je ne sais pas trop, ou bien pour se payer une assurance santé, une assurance vie. Donc, il y a plein de services comme ça qu'on peut continuer à donner aux membres sans que ce soit des dividendes. Par exemple, nous, quand on a des surplus, ben, je n'ai même pas besoin de directement, les gens parlent, ah, Monsieur le Président, il faut qu'on aille une retraite. Dernièrement, on a fait une retraite à Cornwall pendant tout un week-end. Ben, les gens étaient contents. Pour une fois, le stress du corona, ils sortent de leur maison, 2 jours à l'hôtel où on travaille le plan stratégique. Les gens adorent ça. Ça fait du bien sans qu'on ait à répartir les dividendes individuellement aux personnes. Mamadou, il faut que tu poses au moins 1 ou 2 questions, parce que je t'ai vu secouer la tête plusieurs fois. Non, non, moi j'ai plus pris des notes que de questions. C'est la vidéo qui m'a surtout beaucoup parlé parce que je pense on n'a pas encore ça dans la communauté malienne, par exemple. Donc, c'est quelque chose, c'est une idée formidable, en fait. Et c'est une vidéo elle est sortie en 2020. Ça a créé beaucoup de bébés parce que je connais d'autres communautés, même camerounaises, parce que là, c'était des communautés camerounaises, mais installées comme dans la région de Montréal. Je connais des communautés camerounaises de Toronto, d'ici, qui ont dit, wow, on y pensait, mais et qui se sont lancées. D'autres communautés immigrantes. Et c'est quasiment le modèle des communautés chinoises. Les Chinois fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent. Vous avez un Chinois de 23 ans, il a déjà un commerce. Mais comment ils font? Comment ils font pour avoir du capital? Donc, c'est des stratégies pour... Par exemple, notre coopérative, là, on a ambition, dans 2 ou 3 ans, d'acquérir un espace, d'acquérir, disons, prenons simplement une maison, ne disons pas un immeuble, une maison, 3 chambres en haut, ça fait 3 bureaux en fait. Parce qu'on a des organismes qui ne sont pas gros comme la FO, où il y a 1-2 personnels. Donc, une chambre peut déjà être... Donc, si on a comme 4 organismes dans le même immeuble, ils peuvent se partager des secrétaires, partager la programmation, partager plein de choses. Et ça fait que l'argent que nous dépensons en loyer perdu, ben c'est comme de l'équité qu'on accumule pour faire d'autres choses. Donc, il y a beaucoup d'idées dans ce sens. Madame, parlant de la vidéo, merci Mamadou de m'avoir rappelé. Par exemple, pour l'immobilier, alors, ils ont dit qu'ils ont fait des groupes de 14. Alors, disons que tout le monde mettait quoi? 1 000 $ à chaque mois
pour que chacun ait éventuellement 14 000 $ et puis il continue jusqu'à ce que la tournée est terminée. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est-à-dire que les tontines habituelles, c'est un peu ce que tu as décrit. On dit, OK, chacun donne 1 000. Quand c'est le tour de Melika, elle a ses 14 000. Quand c'est le tour de Roger, c'est 14 000. Mais quand c'est des coopératives par projet, il y a comme un sacrifice collectif qu'il faut faire. Par exemple, on peut dire, OK, sur 6 mois, nous sommes quoi? Nous sommes 6 ici ou 7. Sur 6 mois, on va acheter une maison. Ça veut dire que sur 6 mois, on peut chercher un critère, ça peut être la loterie ou n'importe quoi. On va acquérir un bien et quand Melika entre dans sa maison, ben, elle continue à cotiser pour que Roger acquiert sa maison aussi. Pour que, Moi, je suis dans une coopérative d'investissement ici et pendant comme 6 ans, on a décidé de cotiser des montants et de les oublier. Donc, à chaque mois, c'était combien? À chaque mois, à l'époque, c'était 50 $ seulement. Par la suite, on a monté le taux. Et un jour, on a dit, bon, maintenant, là, il faut qu'on cherche des terrains. Il faut qu'on cherche des terrains, Et donc, souvent, ce genre d'argent qu'on investit collectivement, déjà, chacun est vigilant parce qu'il y a son argent. Donc, il ne faut pas qu'on se loupe. Et même pour acquérir des biens immobiliers ou des commerces, ça marche vraiment. Il y a les communautés indiennes et chinoises qui font beaucoup ça, sans faire de bruit. Vous savez que les communautés noires et immigrantes, souvent, on fait beaucoup de tape à l'œil là. Les communautés asiatiques, elles le font tout doucement. Et puis, un jour, et même pour acquérir des commerces, les pizzas. Si vous voyez beaucoup de pizzas de Teams, tout ça, vous entrez là, ben, c'est des communautés quasiment asiatiques qui vous servent. Et c'est comme ça qu'ils font pour acquérir ces business. Parce que s'il faut que Melika seul épargne cet argent pour acquérir une franchise de Tim Hortons, ça prend tellement de temps alors que ben, quand tout le monde consomme le service, ça va beaucoup plus vite. Alors, juste pour être clair, disons que quand on achète la maison collectivement, on continue de payer le même montant ou la personne qui aménage à la maison doit rembourser plus ou quand la franchise Tim Hortons? Non, on continue à cotiser le même montant pour d'autres personnes qui vont acquérir leur propriété. Wow. Mais si c'est quelqu'un, parce que c'est pas facile d'avoir 15 personnes qui toutes, il peut y avoir quelqu'un qui a déjà sa maison en fait, mais son intérêt, quand ce sera son tour, ce sera peut-être d'acquérir ces sommes-là pour investir dans un logement locatif ou pour ça. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup toutes ces informations, ces beaux exemples. Je vais profiter de ça pour partager le lien vers le sondage médical. C'est le sondage de satisfaction. Donc, voilà, c'est maintenant dans le chat. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée à tous et au revoir.